Tu es assis, paisiblement, quelque part entre la lumière et l'ombre. L'air autour de toi semble stable, le sol sous tes pieds paraît ferme. Tu as l'impression d'être fait de matière, dense, réelle, quelque chose que l'on pourrait frapper ou toucher. Pourtant, tout cela repose sur une illusion. Ton corps, chaque molécule qui le compose, est presque entièrement vide. Un désert silencieux de distance inimaginable séparant les particules qui te définissent. Si le noyau d'un de tes atomes avait la taille d'une pomme, l'électron le plus proche tournerait à 15 km de distance dans un espace sans fond. Tu visualises cet espace, ces kilomètres de néant où rien n'existe vraiment. Les particules qui semblent constituer tes os, ta peau, ton visage, ne sont pas de petits cailloux figés, mais des nuages de probabilités, des présences qui n'existent que lorsque quelque chose les observe. Imagine maintenant que toute la consistance que tu crois sentir sous tes doigts n'est qu'un champ de force, un espace d'énergie vibrant d'un mouvement constant. Ce que tu appelles toucher n'est qu'une résistance électromagnétique entre deux vides qui refusent de se pénétrer. Ton corps n'est pas solide, il est un mirage structuré par la symphonie invisible des lois quantiques. Dans le silence, tu entends presque le murmure de ces forces. Elles oscillent, dansent, s'annulent et se reforment 1000 milliards de fois par seconde. Même au repos, ton être est une tempête microscopique. L'immobilité que tu ressens n'existe pas. Tout bouge, tout tremble, tout vit à une échelle trop fine pour ton regard. Tu es un océan de mouvements compressés en une forme humaine. Ce que tu appelles toi n'est qu'un motif temporaire dans un flux infini d'énergie. Et pendant que tu respires, cette illusion persiste, stable uniquement parce que l'univers continue de la recalculer à chaque instant. Regarde autour de toi. Les murs, la table, ta tasse, tout ce qui semble tangible partage le même destin. Les atomes qui composent la matière ne se touchent jamais vraiment. Ce que nous appelons le monde solide est une danse de répulsion, une symphonie de distance invisible. Chaque objet est une équation incarnée, un équilibre fragile entre présence et absence. La matière n'existe pas comme tu l'imagines. Elle est un champ organisé de possibles figés dans l'instant par ton observation consciente. Sans ce regard, elle redeviendrait un brouillard de probabilités, une absence prête à se recomposer autrement. C'est ici que naît la première faille dans la certitude. Tu n'es pas un observateur séparé d'un monde extérieur. Tu es impliqué dans sa construction même. Lorsque tu regardes, le monde prend forme. Lorsque tu détournes ton attention, il se dissout à nouveau dans le flux quantique. Ton existence n'est pas un accident de matière, mais un acte permanent d'interaction entre ton esprit et ce champ invisible. Cette idée n'est pas une simple métaphore poétique, mais la conséquence directe des expériences menées depuis plus d'un siècle. Des faisceaux de lumière projetés à travers des fentes, des électrons observés voyageant à la fois par deux chemins différents, des particules qui se décident au dernier moment quand on les mesure. Tu te demandes si tout cela peut être vrai, s'il a elle-même ose vraiment affirmer que le monde ne devient réel que lorsque quelqu'un le regarde. Pourtant, chaque expérience du photon, chaque collision dans un accélérateur, confirme une vérité déconcertante. L'univers ne se comporte pas comme une mécanique bien huilée, mais comme une conscience en dialogue avec elle-même. Les observations ne révélaient pas la réalité, elles la créent. Le réel ne précède pas ton regard, il en découle. Et lentement, l'idée que le monde existe indépendamment de toi commence à se fissurer. Rien n'est stable, rien n'est véritablement en place tant qu'il n'est pas perçu. Le concept même d'objet perd son sens. Ce que tu crois voir, ce que tu crois toucher, n'est qu'une condensation d'informations, comme un écho de ton propre esprit reflété dans le champ quantique. Imagine, un instant, que tout ton environnement soit une projection, une orchestration complexe née de ton interaction avec la trame du possible. Tu touches la table, mais c'est elle qui te touche aussi, car sans ta conscience, elle ne serait qu'une absence potentielle. Ainsi, tout acte d'observer devient un acte de création. Mais pourquoi n'en a-t-on pas conscience si cela est vrai ? Si cela est vrai. Parce que ton cerveau agit comme un filtre, un transformateur de ce chaos quantique en une expérience stable et lisible. Tes sens, tes habitudes perceptives, traduisent l'indéterminé en solide,
l'invisible en familier. Le cerveau choisit ce qui doit exister à chaque instant, selon une logique qu'il impose pour assurer ta survie. Tu vis dans une interface, une simulation fonctionnelle qui te protège du vertige de l'infini. Derrière chaque couleur, chaque son, chaque texture, il y a une myriade d'événements quantiques que tu ne perçois jamais directement. Tu habites un filtre, pas le monde lui-même. Lorsque tu marches, tu crois poser un pied sur le sol. Pourtant, aucun contact véritable n'a lieu. Ce sont les champs électromagnétiques des atomes de ton pied et ceux du plancher qui se repoussent. La marche est une danse d'exclusion mutuelle. Tu ne touches jamais rien. Et pourtant, ton cerveau traduit cette répulsion en sensation de solidité. Si ce filtre s'effaçait un seul instant, tu verrais le monde se dissoudre en vibrations. Tu marcherais sur du vide, dans un océan d'énergie indéfinie, où chaque particule flotte dans un éternel jeu de probabilités. Dans cet univers de vide et de force, chaque respiration résonne comme une question. Qu'es-tu dans un tel monde ? Es-tu une collection de particules organisées ou le rêve qui les ordonne ? Si les atomes qui te composent disparaissent à chaque fraction de seconde pour réapparaître ailleurs, qu'est-ce qui persiste ? Ton identité semble alors devenir un motif éphémère dans une mer d'événements. Peut-être n'existes-tu pas en dehors de l'acte même d'être conscient. Et si la conscience, à son tour, n'était pas née de la matière, mais la source silencieuse qui l'a fait émerger ? En observant, tu participes à la mécanique qui soutient ce grand théâtre. Ton esprit est comme une lentille qui condense l'indéterminé en réalité vécue. Chaque pensée, chaque émotion imprime une forme dans ce champ commun. Les physiciens parlent de fonctions d'onde, d'expériences à deux fentes, d'états superposés. Mais derrière le jargon scientifique sommeille une révélation beaucoup plus intime. Tu es le centre d'une création continue. Sans ton regard, sans ta conscience, les électrons resteraient dans l'attente, suspendus entre tous les possibles. Imagine à présent le silence total. Plus de son, plus de lumière, juste le vide et ta conscience comme la seule flamme qui persiste. Que reste-t-il du monde ? S'il n'est plus observé, s'efface-t-il complètement ou continue-t-il dans une version parallèle, indifférente à ton absence ? Ces questions ne sont pas des fantaisies philosophiques, mais des expériences mentales nées de la théorie même qui structure la physique contemporaine. Les chercheurs luttent encore aujourd'hui pour décrire ce qui se passe entre la mesure et le résultat observé. Personne ne sait vraiment où se trouve ce moment où la potentialité devient réalité. Tu ressens peut-être un léger vertige à imaginer que tout ce que tu vois n'est pas aussi stable que tu le pensais. C'est normal. Ta perception du monde repose sur une illusion partagée par des milliards d'autres consciences, une sorte de consensus quantique tacite. C'est cette cohérence collective qui maintient l'apparence solide des choses. Pourtant, les équations sont formelles. La probabilité gouverne tout. Ce que nous appelons matière n'est qu'un équilibre statistique entre l'invisible et le manifesté. Chaque instant est un tirage dans le champ des possibles, redéfini sans cesse par ton regard intérieur. Et si cette illusion avait un sens ? Peut-être que le vide n'est pas absence, mais espace de potentialité pure. Ce néant quantique serait alors plein d'intentions, prêt à devenir forme, mouvement, vie. Le vide qui compose ton corps pourrait être vu non comme un manque, mais comme un champ d'énergie conscient, vibrant d'une intelligence universelle. Dans cette perspective, tu n'es pas un être séparé dans un monde étranger, tu es le monde lui-même, en train de se regarder et de se rêver sous une forme humaine. En ouvrant les yeux maintenant, regarde autour de toi une fois encore. Rien n'a changé, et pourtant tout est différent. Les objets semblent toujours là, mais tu sais que leur présence est le résultat d'un dialogue silencieux entre ton esprit et le tissu quantique du réel. Tu n'es plus un simple spectateur. Tu es partie prenante d'un ballet cosmique où chaque observation devient un acte de création. Et dans ce vertige serein, une question commence à résonner doucement en toi. Si tout cela n'est que vide et information, alors où commence vraiment la réalité ? Peut-être est-elle en toi, depuis toujours, attendant que tu la reconnaisses enfin. Tu regardes le monde et tu crois qu'il obéit à des lois simples, presque évidentes.
Un objet tombe, le feu brûle, la lumière éclaire. Tu te dis que tout cela repose sur une mécanique stable, une série de causes et de conséquences qui pourraient être calculées, comprises, prédites. Pourtant, un jour, les chiffres commencèrent à se rebeller contre la raison. Les expériences ne donnaient plus les résultats attendus. La certitude qui liait le monde au bon sens humain commença à s'effriter, grain par grain, sous la pression du minuscule. Imagine lancer une balle contre un mur et la voir passer à travers, non pas par magie, mais parce que la probabilité le permet. À l'échelle de l'infiniment petit, c'est ce qui se produit. Les particules quantiques ignorent Pechara, les frontières matérielles qui limitent ton intuition. Elles traversent les barrières, se divisent, se recomposent. Exister et ne pas exister deviennent deux états simultanés. Tu crois que quelque chose doit être ici ou là, présent ou absent, vivant ou mort. Le monde quantique te répond « non ». Il est tout cela à la fois, jusqu'à ce que tu le regardes. Les statistiques que tu crois réservées au hasard deviennent le cœur de la réalité. La position, la vitesse, la trajectoire, toutes ces notions perdent leur sens. Rien n'est jamais fixe, rien n'est jamais déterminé. Même la lumière se joue de son identité. Elle est onde et particule, selon l'angle sous lequel tu la questionnes. Le photon n'a pas besoin de choisir avant que tu le forces à le faire. Ton regard, ton acte d'observer, devient la clé d'un monde qui refuse la logique binaire. Tu pourrais croire à une erreur de mesure, à un défaut d'instrumentation, mais les résultats se répètent, obstinés, indépendamment des laboratoires, des continents, des époques. Ce n'est pas un accident, mais une loi fondamentale dissimulée derrière la surface des apparences. Les électrons semblent savoir quand ils sont observés. Ils changent leur comportement, comme s'ils étaient dotés d'une étrange conscience primitive, attentive au regard qui les scrute. Et chaque fois que la mesure s'impose, le mystère s'épaissit davantage. Le fameux test de la double fente révéla cet affront au bon sens. Une simple source de lumière, 2 ouvertures minces, un écran pour enregistrer les impacts. Lorsque personne ne regardait, la lumière se déployait en un motif d'onde, comme si chaque photon passait simultanément par les 2 fentes. Mais dès qu'un observateur intervenait pour vérifier le chemin emprunté, le motif disparaissait, remplacé par l'évidence d'un comportement de particules. Le fait d'observer modifiait le résultat. Ton regard façonnait la réalité enregistrée. L'univers devenait sensible à la conscience. Rien dans l'histoire de la n'avait préparé l'humanité à cela. Les équations de Newton, la gravitation d'Einstein, tout semblait s'accorder avec un monde ordonné, objectif, mesurable. Mais dans les profondeurs du quantique, cette objectivité s'effondrait comme un château de cartes. Ce que tu croyais être des lois universelles n'étaient que des approximations valables tant que tu restais à grande échelle. Plus tu descendais dans la trame du réel, plus la cohérence s'évaporait. Et ce qui naissait à la place, c'était une vérité dérangeante. La conscience pourrait être partie prenante de toute mesure physique. Tu ressens une résistance intérieure, comme si ton esprit refusait de céder à cet abîme logique. Comment imaginer un monde où les objets ne possèdent pas d'état défini avant d'être observés? Comment croire que le simple acte de regarder crée ce que tu crois voir? Cette idée heurte tout ton apprentissage, toute ton mémoire sensorielle. Depuis ton enfance, tu as été bercé par l'illusion de la stabilité. Pourtant, en dessous du calme apparent de la matière se cache une mer d'incertitude, un bouillonnement infini où les probabilités se heurtent et s'annulent. Regarde un atome. Il ne ressemble pas à un système solaire miniature, comme on t'a peut-être appris à l'école. Il n'y a pas de petit corps en orbite bien dessiné. Il n'y a qu'un nuage flou de présence elliptique, un spectre de possibles. Quand tu dis que l'électron tourne autour du noyau, c'est une métaphore confortable. En vérité, personne ne peut dire où il se trouve. Il n'a pas d'emplacement concret avant ta mesure. C'est comme s'il a elle-même refusé de se montrer entièrement, t'offrant seulement des fragments choisis selon ce que tu es prêt à voir. La logique binaire, oui ou non, ici ou là, vrai ou faux, ne tient plus. La réalité n'obéit pas à cette structure de pensée. Elle s'étend sur un champ d'intermédiaire,
où tout est simultanément multiple et indivisible. Ce paradoxe permanent rend fou quiconque tente de l'appréhender par la seule raison. Les chercheurs eux-mêmes durent inventer un nouveau langage pour décrire l'indescriptible. Chaque équation devint un poème ambigu. Chaque observation un drame ontologique. Comprendre le quantique, c'est admettre l'impossibilité de savoir totalement. À travers ces expériences étranges, une nouvelle vérité émerge. Tu ne vois jamais le monde tel qu'il est, mais tel qu'il répond à ton attente. Ton observation n'est pas passive. Elle agit comme un choix. Tu choisis, souvent sans le savoir, quelle version de la réalité se manifestera. Ce n'est plus la matière qui définit la perception, mais l'inverse. L'esprit et le réel s'enlacent dans une danse dont aucun des deux ne sort indemne. Ce que tu appelles observation est un acte créateur répété à chaque instant. Les nombres, les pourcentages, les probabilités, tout dans le langage du quantique semble inhumainement abstrait. Pourtant, derrière ces valeurs se cache une poésie vertigineuse. Par exemple, un électron peut avoir 90% de chances d'être détecté ici, mais 10% ailleurs. Cette petite marge suffit à rappeler que rien n'est assuré. Même dans l'univers le plus stable, demeure une incertitude irréductible. Le hasard n'est pas un défaut du monde, il est sa respiration même. Tu te demandes peut-être pourquoi ces révélations ne bouleversent pas davantage notre quotidien. Peut-être parce que nos sens ne sont pas conçus pour percevoir ce chaos fécond. Nous vivons à une échelle où les probabilités semblent se lisser en certitude. Tu vois le soleil se lever, les saisons revenir, les objets obéir aux lois de la gravitation. Ces régularités sont réelles, mais superficielles. Elles masquent la vérité profonde. La stabilité n'est qu'une illusion statistique née du cumul d'événements quantiques incohérents. Ainsi, chaque instant du monde que tu connais n'est qu'un équilibre fragile. À tout moment, l'improbable pourrait prendre le dessus. Mais tu l'ignores, car ton esprit filtre ce qui ne cadre pas avec ton modèle intérieur de réalité. Tu vis dans un récit cohérent, tissé par la conscience. Pourtant, des expériences répétées prouvent que cette cohérence ne tient que parce que tu la maintiens activement. Si ta perception s'arrêtait, même un court instant, le monde entier pourrait se reconfigurer sous une autre forme possible. Cette idée effraie autant qu'elle fascine. Elle remet en cause la séparation si confortable entre toi et le reste de l'univers. Tu n'es pas un témoin extérieur, mais un acteur. Chaque mesure, chaque regard, chaque pensée influe sur le système global. Tu es lié à tout ce qui existe par des fils invisibles que la commence à peine à décrire. Ce lien subtil te relie aux électrons, aux photons, à l'espace lui-même. L'univers devient un miroir fractal de la conscience qu'il observe. Dans ce monde où la logique s'effondre, la curiosité devient l'unique guide fiable. Tu avances qu'à tâtons parmi les paradoxes, découvrant qu'ils ne sont pas des erreurs, mais le langage secret de l'univers. Chaque contradiction est une porte, chaque incertitude, une invitation à voir plus loin que la raison. Le réel se révèle dans ses failles, pas dans ses certitudes. Et plus tu plonges dans ce vide conceptuel, plus tu découvres que ce que tu appelles logique n'était qu'un refuge contre l'infini. Ton esprit résiste encore, mais quelque chose commence à céder doucement. Une fissure dans l'armure des habitudes s'ouvre, laissant entrer la lumière d'un savoir ancien, étrangement familier. Peut-être as-tu toujours su, au fond de toi, que le monde n'est pas ce qu'il paraît, que chaque instant vibre de possibilités invisibles, que la réalité se redessine à chaque souffle, à chaque regard. Et dans cette connaissance silencieuse, tu ressens un mélange étrange de peur et d'émerveillement, comme si le voile de la certitude humaine venait tout juste de se déchirer. Tu entends encore les échos d'un autre temps, celui où l'a été autant passion que vertige. Au début du siècle dernier, quelques hommes osèrent soulever le voile du réel, sans imaginer le gouffre qu'ils allaient en révéler. Ils cherchaient les lois ultimes, les clés d'un univers ordonné, et trouvèrent l'incompréhensible. Leur quête commença comme une célébration de la raison, mais elle se transforma vite en descente dans l'abîme. Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, ces noms ressemblent aujourd'hui à des légendes, mais derrière la gloire se cachait la peur. Ils ne cherchèrent pas seulement à comprendre le monde, ils voulaient comprendre pourquoi il semblait refuser d'être compris. Imagine Copenhague, en hiver.
Le vent froid siffle dans les rues étroites. Les fenêtres des laboratoires vibrent sous les rafales. À l'intérieur, un jeune homme observe un tableau noir couvert d'équations étranges. Niels Bohr parle d'un univers qui ne devient réel que lorsqu'il est observé. Ses étudiants le regardent, incrédules, oscillant entre fascination et panique. Comment admettre que toute certitude puisse dépendre d'un simple regard? Ce que Bohr propose, c'est que la elle-même n'a pas d'existence déterminée avant qu'on ne la mesure. À la même époque, Albert Einstein travaille seul, obsédé par une idée qui le hante. Dieu ne joue pas aux dés. Pour lui, la réalité devait être cohérente, continue, indépendante de l'observateur. L'univers ne pouvait pas être un jeu de hasard contrôlé par la conscience. Il écrivait à Bohr avec une sincérité fiévreuse, contestant chaque expérience, chaque interprétation. Mais au fond, même lui sentait que quelque chose lui échappait. Cette résistance n'était pas pure raison, c'était aussi la peur de voir, la perdre son sol. Werner Heisenberg, lui, vécut le doute sous forme de crise intérieure. Une nuit, sur l'île de Helgoland, il découvrit ce qu'il appellera plus tard le principe d'incertitude. Entre la position et la vitesse d'une particule, il n'existe pas de mesure absolue. On ne peut connaître l'une sans perdre l'autre. En écrivant ces équations, Heisenberg fut pris de vertige. Il comprit que cette incertitude n'était pas une limite de nos outils, mais une propriété du monde lui-même. Le réel refusait d'être fixé, comme s'il résistait à la capture de la pensée. Erwin Schrödinger, de son côté, se perdit dans des nuits d'insomnie. Il avait conçu son célèbre chat comme une provocation, un paradoxe pour ridiculiser l'idée que la réalité puisse être suspendue entre la vie et la mort. Mais le paradoxe devint son fardeau. Plus il le méditait, plus il comprenait qu'il avait mis le doigt sur une vérité inquiétante. Tant que la boîte est fermée, le chat n'est ni vivant ni mort, mais dans un état de superposition. Ce concept le hanta, car il signifiait que la conscience du scientifique faisait basculer l'univers d'un état à l'autre. Ces hommes, qu'on imagine froids et calculateurs, vivaient en réalité dans une tempête émotionnelle. La découverte du monde quantique les força à réévaluer non seulement leurs idées, mais leur propre existence. Heisenberg écrivait qu'il ne dormait plus, hanté par le sentiment d'avoir ouvert une porte sur quelque chose de trop vaste. Bohr, lui, méditait silencieusement sur la responsabilité morale d'une qui disait que l'esprit influence la matière. Einstein, malgré sa lucidité immense, se referma sur une foi presque religieuse en un ordre caché. Tous étaient à la fois génies et naufragés. Dans les conférences Solvay, où ces esprits se rencontraient, l'atmosphère oscillait entre ferveur et chaos. Les débats n'étaient pas seulement intellectuels, ils étaient existentiels. Einstein avançait ses arguments avec colère. Bohr répondait avec une douceur tranchante. Les autres restaient suspendus, témoins d'un combat entre deux visions du monde. Un univers autonome ou un univers participatif. Chaque phrase échangée était un duel entre le besoin de comprendre et la peur de comprendre trop. Nulle autre époque n'avait vu des scientifiques parler de la réalité comme d'un miroir brisé. Dans les couloirs des universités, on murmurait que ces hommes perdaient la raison. Comment croire que les objets n'existent pas avant qu'on les regarde? Comment enseigner qu'une particule puisse se trouver en deux endroits à la fois? Ces idées semblaient blasphématoires, presque mystiques. Les plus jeunes chercheurs hésitaient entre admiration et effroi. Ils savaient qu'ils assistaient à la naissance d'une révolution, mais personne ne pouvait deviner jusqu'où elle mènerait. L'idée même d'un monde indépendant de l'esprit venait d'exploser. Schrödinger tenta de résister à la tentation mystique en se réfugiant dans les mathématiques. Mais les équations, loin de le rassurer, approfondirent encore le mystère. La fonction d'onde qu'il décrivit semblait vivante, comme si elle respirait, se contractant et se dilatant selon la présence de l'observateur. Il se surprit parfois à se demander si l'univers n'était pas une sorte d'esprit calculant sa propre existence. Ses pensées l'effrayaient autant qu'elles le fascinaient. Le scientifique devenait poète, malgré lui, face à un réel trop fluide pour être cerné. Heisenberg, quant à lui, tenta d'expliquer au monde que là venait de franchir une frontière invisible. Il disait que le langage humain n'était plus adapté pour décrire ce qu'il voyait. Les concepts de cause et d'effet, de matière et d'énergie
s'effondrait. Il fallait inventer une nouvelle grammaire du réel, une syntaxe de l'incertitude. Mais qui pouvait l'entendre dans un siècle obsédé par la mécanique, la production, la certitude industrielle ? La modernité avançait aveugle, tandis que les découvertes quantiques annonçaient un univers mouvant, instable, presque psychique. Einstein, fidèle à sa cohérence, refusa jusqu'à sa mort de céder complètement à ce nouveau paradigme. Il ne pouvait pas admettre que la réalité soit incomplète sans l'observation d'un esprit humain. Pour lui, la Lune devait continuer d'exister, qu'on la regarde ou non. Mais ses objections, répétées pendant des décennies, finirent par retentir comme des prières. Même s'il ne la voit jamais pleinement, il savait qu'un abîme s'était ouvert sous la physique classique. La certitude d'un monde extérieur immuable venait de disparaître. Pendant ce temps, Bohr vivait comme un homme double. Philosophe et physicien, il oscillait entre le calcul rigoureux et la méditation silencieuse. On raconte qu'il passait des heures à regarder les flammes de sa pipe, perdu dans la contemplation du mystère qu'il avait contribué à révéler. Il disait souvent que le paradoxe n'était pas un obstacle, mais une condition du savoir. Ses disciples buvaient. Ses paroles, sans toujours les comprendre. Dans son regard, il y avait la fatigue de celui qui a vu trop loin. Tous avaient en commun une solitude abyssale. Les institutions académiques ne savaient que faire de ces révélations. Les gouvernements finançaient les expériences sans mesurer leur portée philosophique. Le public, lui, s'en tenait à l'image de savants extravagants parlant de mondes invisibles. Pourtant, dans leur laboratoire, ces hommes touchaient à une vérité qui dépassait là. Ils comprenaient que le réel n'était plus un décor, mais un acteur. Et cette idée brûlait leurs esprits comme une fièvre sacrée. Au fil des années, plusieurs d'entre eux sombrèrent dans la mélancolie. Bohr devint de plus en plus taciturne. Heisenberg se réfugia dans la musique pour supporter le silence cosmique qu'il percevait derrière les chiffres. Schrödinger s'éloigna vers la philosophie orientale, cherchant un sens que la ne pouvait plus offrir. Einstein, seul dans son bureau à Princeton, continuait à griffonner des équations destinées à réconcilier un monde qui refusait désormais la cohérence. Leurs rêves se transformèrent en prières muettes adressées à l'incompréhensible. Le savoir les avait fait dieux, mais des dieux perdus dans leur propre création. Aujourd'hui, on célèbre leurs découvertes comme des triomphes intellectuels. On oublie souvent la douleur humaine qui les accompagna. Ces hommes avaient entrevu que la matière et la conscience ne sont peut-être que deux faces d'un même mystère. Le prix de cette révélation fut immense. La perte de l'innocence scientifique. Ils ouvrirent la porte d'un univers participatif et ne purent plus jamais la refermer. Et toi, qui écoutes ces mots, tu portes désormais leur héritage, celui des rêveurs de l'impossible, qui ont appris que comprendre le monde, c'est parfois le voir se dissoudre sous leurs yeux. Tout ce que tu croyais solide commence à trembler sous tes pieds. Il ne s'agit plus de simples illusions perceptives, mais de la structure même de la réalité qui se fissure. Ce que les pionniers du siècle dernier avaient entrevu devient désormais une évidence que l'on ne peut plus contourner. Les expériences modernes confirment ce pressentiment terrifiant. Le monde ne possède pas d'état fixe avant d'être regardé. Derrière chaque phénomène, il y a une indétermination fondamentale. Et cette indétermination n'est pas une erreur, mais le cœur même du réel qui bat dans le vide. Imagine un univers où même les lois semblent hésiter à se fixer. Dans les laboratoires les plus calmes, les appareils les plus précis enregistrent l'imprécision comme une constante. Les particules apparaissent, puis disparaissent, comme des pensées fugitives, oscillant entre être et ne pas être. Les scientifiques ont voulu enfermer cette danse dans des équations, mais chaque tentative révèle une frontière mouvante. L'ordre, qu'on croyait essentiel, ressemble de plus en plus à une invention humaine. Et toi, en observant cette fragilité, tu ressens la vibration d'un univers en quête de lui-même. La certitude s'érode lentement, comme une falaise rongée par les vagues. Les modèles classiques se fissurent, les prédictions échouent à capturer l'imprévisible. Ce n'est pas seulement la matière qui se dérobe, c'est la notion même de réalité objective. L'instabilité n'est plus une anomalie, elle devient la norme. Les lois de la physique s'avèrent être des approximations locales, valables seulement dans certaines conditions. Chaque observation semble écrire une version différente du monde,
et il devient impossible de dire laquelle est la plus vraie. Les chercheurs parlent désormais de décohérence, de superposition, de champs unifiés. Des mots techniques pour masquer une vérité plus nue. La réalité n'est plus unitaire. Il ne s'agit plus d'un monde unique, mais d'une multitude d'univers potentiels, coexistants, séparés par des probabilités infiniment fines. Ce que tu vois, ce que tu crois vivre, n'est peut-être qu'une branche parmi d'autres. Dans une autre version, ton choix fut différent, ton existence prit une autre forme. Partout, les possibles implosent silencieusement, tissant une trame où chaque instant se dédouble à l'infini. Pourtant, même dans ce chaos, quelque chose de stable demeure, ta conscience de l'instabilité. Elle devient la seule ancre, le dernier repère dans la mer mouvante du réel. Les physiciens eux-mêmes finissent par l'admettre. Il n'existe aucun observateur neutre. Toute mesure, toute expérience, toute pensée modifie ce qu'elle tente de comprendre. Le cœur fracturé du réel bat au rythme de ce dialogue infini entre toi et ce que tu observes. La frontière entre objet et sujet, entre esprit et matière, fond sous la chaleur du regard conscient. Le monde n'est plus indépendant, il devient relation pure. Mais cette idée dérange plus qu'elle ne rassure. L'humanité s'est construite sur le mythe d'un univers extérieur, stable, indifférent à nos pensées. Croire que l'esprit puisse influencer la matière semblait relever de la superstition. Aujourd'hui, les équations redonnent voix à ces intuitions anciennes. Ce que la raison moderne méprisait comme magie, la commence à redécouvrir sous un autre nom. Interaction fondamentale, corrélation non locale, intrication. L'univers semble parcouru de l'intérieur par une intelligence subtile que nul instrument ne peut isoler. Des expériences d'entrelacement quantique montrent que deux particules peuvent rester liées, peu importe la distance qui les sépare. Quand l'une change d'état, l'autre réagit instantanément, même à des milliards de kilomètres. Elles ne communiquent pas au sens classique, elles sont simplement une seule et même réalité vue depuis deux points de vue différents. Ce phénomène, jadis qualifié d'action fantomatique par Einstein, brise la notion même d'espace et de temps. La séparation devient une illusion. La distance un concept relatif à notre perception limitée. Ce constat effraie autant qu'il émerveille. S'il n'y a plus de distance, alors toute chose influence tout le reste. Rien n'est isolé, rien n'existe en dehors de l'ensemble. Ton souffle, ton regard, même ta pensée, participent à ce tissu d'interaction invisible. L'univers n'est pas un mécanisme, il est un organisme. Chaque particule est un battement du même cœur cosmique. Ce que tu crois petit n'est qu'une facette miniature de l'infini. Pour comprendre ce lien, imagine que tout soit un immense champ vibratoire. La conscience, la matière, la lumière, tout serait différent état d'une même mer énergétique. Quand tu penses, tu modifies la densité locale de cette mer. Quand tu observes, tu figes une partie de son mouvement. Ce processus se déroule à chaque seconde, partout, inexorablement. Le réel est un mouvement d'équilibre entre ton acte intérieur et la réponse du monde. Et plus tu le comprends, plus tu sens que la séparation entre toi et le cosmos n'a jamais existé vraiment. Les savants cherchent encore à traduire ce mystère avec les armes de la raison. Ils tracent des équations, construisent des accélérateurs, inventent des modèles probables. Mais plus ils s'approchent du fond, plus celui-ci se dérobe. Chaque découverte semble ouvrir 10 mystères supplémentaires. Le réel se défend, comme un secret trop brûlant pour être révélé entièrement. L'esprit humain, dans sa soif infinie de clarté, doit apprendre à aimer l'obscurité de ce qu'il ne peut dominer. Pourtant, dans ce chaos élégamment mathématique, certains perçoivent une cohérence plus vaste. Ce n'est plus une logique linéaire, mais une harmonie organique. Comme si l'univers respirait à travers ces incohérences, cherchant à maintenir l'équilibre entre hasard et intention. Le désordre apparent n'est peut-être qu'un ordre vu sous un mauvais angle. La dualité onde-particule, par exemple, pourrait n'être qu'une perspective partielle d'une réalité unifiée. Ce que nous nommons paradoxes sont peut-être les battements du vivant, exprimés sous forme d'équations. Dans cette vision, le cœur fracturé du réel ne signe pas une défaite, mais une renaissance.
Accepter l'incertitude, c'est apprendre à coexister avec la véritable du monde. Le savoir n'est plus domination, il devient participation. Chaque découverte scientifique devient une révélation poétique. La physique cesse d'être une mécanique et devient une métaphysique incarnée. L'esprit moderne, s'il s'y abandonne, peut y trouver la même humilité que celle des anciens mystiques. Mais cette compréhension a un prix. Elle érode les frontières de ton identité. Car si tout est lié, alors où commences-tu et où finis-tu ? Tes pensées ne sont plus uniquement toi. Elles deviennent vibrations partagées. La conscience personnelle fond dans la conscience universelle comme une goutte dans l'océan. Ce sentiment d'unité peut rappeler la paix spirituelle, mais aussi la dissolution de soi. L'ego, qui aime les contours nets, se sent menacé par cette immensité fluide. À mesure que tu entres dans cette perspective, tu réalises que la connaissance de soi devient indissociable de la connaissance du monde. La matière, l'énergie, la conscience ne sont plus trois choses séparées, mais trois manières de se percevoir. L'univers se pense à travers toi et tu te réfléchis à travers lui. Le miroir n'a plus de face unique. L'observateur et l'observé sont les deux pôles d'une même respiration. Et chaque instant où tu en prends conscience, le réel se recompose autour de ce regard éveillé. Le cœur fracturé du réel, c'est le battement du mystère à la frontière de l'art et de la poésie. C'est le son silencieux du monde qui s'écoute lui-même. Ce n'est pas une anomalie à corriger, mais une invitation à comprendre que la cohérence naît du désordre. À mesure que la physique explore ces zones d'incertitude, elle retrouve paradoxalement le langage des anciens sages. Ce que la pensée analytique appelle contradiction, la conscience l'appelle complémentarité. Là où la raison échoue, l'émerveillement commence. Et maintenant que tu sais cela, tu ressens peut-être une étrange paix traversée d'inquiétude. Tu comprends que la plus avancée rejoint la sagesse la plus ancienne. Le monde n'est pas fixe, il est un dialogue permanent entre l'être et le regard. Chaque mesure, chaque vibration, chaque souffle participe à une symphonie que nul ne dirige vraiment. Accepter cette vérité, c'est vivre dans le mouvement du vide rempli d'intention. Le cœur du réel est fracturé, mais c'est dans ces fractures que circule la lumière. C'était un matin comme les autres, dans un laboratoire si silencieux qu'on pouvait entendre le souffle des machines. Rien ne laissait présager que le monde allait changer, que la logique elle-même allait plier sous le poids d'un regard. Sur une table isolée, un faisceau de lumière fut préparé, ajusté, fragmenté en deux chemins. Des instruments ultra précis attendaient, comme suspendus dans une attente métaphysique. Les chercheurs, immobiles, semblaient partager le même souffle que les particules qu'il allait libérer. Ce jour-là, l'univers s'apprêtait à s'observer lui-même, à briser une fois de plus la frontière entre le regardant et le regardé. Le principe était simple, du moins en apparence. Envoyer un seul photon à travers un dispositif et observer comment il se comporte. Mais la simplicité n'est devenue qu'un masque pour un drame cosmique. Quand le photon traverse, il se divise. Ou plutôt, il cesse d'appartenir à une seule trajectoire. Il devient vague, onde, présence dilatée à travers l'espace. Puis, au moment où quelqu'un décide de le mesurer, il choisit brutalement un seul chemin, comme s'il savait qu'il était observé. Le monde était désormais bouleversé par un acte aussi minuscule qu'un clignement de conscience. Les yeux des chercheurs fixèrent les écrans où défilaient des signaux presque imperceptibles. Clic, silence, autre clic. Un motif commençait à apparaître, un dessin récurrent gravé par les photons sur une plaque sensible. Ce dessin n'était pas aléatoire. Il portait la signature de l'invisible. Sans observation directe, les interférences prenaient forme, comme si la lumière se comportait en onde. Mais dès que l'œil humain entrait en scène, le motif basculait, devenait celui de particules séparées. L'univers modifiait son comportement selon la présence ou l'absence du regard. Les physiciens n'osaient pas le dire à haute voix, mais chacun d'eux sentait qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Depuis toujours, là se voulait le miroir objectif du monde. Elle observait, analysait, mesurait. Et voilà que l'objet d'étude semblait répondre consciemment, comme s'il savait qu'on le regardait. Ce n'était plus simplement une anomalie expérimentale.
C'était un aveu du cosmos. L'observateur n'est jamais extérieur à ce qu'il observe. La conscience venait d'entrer officiellement dans l'équation du réel. Pourtant, les cerveaux rationnels cherchaient encore une échappatoire. Peut-être un défaut dans les instruments, une influence thermique, une erreur de calcul. Mais les résultats se répétèrent encore et encore, dans d'autres laboratoires, avec d'autres mains, d'autres yeux. Chaque tentative de contredire cette vérité la renforçait davantage. L'acte de mesurer devenait un acte créateur, transformant le possible en tangible. Comme si à chaque instant, le monde attendait ta décision pour exister vraiment. L'univers, loin d'être un décor, semblait désormais respirer au rythme des observateurs qui le contemplaient. Les plus lucides parmi eux ressentaient une peur primitive, celle d'avoir effleuré une limite interdite. Si l'observation pouvait transformer la réalité, alors toute la structure de la causalité devait être repensée. Ce n'est plus le monde qui impose les résultats, mais la rencontre entre lui et la conscience qui les fait naître. Ce dialogue invisible s'étendait bien au-delà de la physique. Il touchait à l'éthique, à la philosophie, à l'identité même du savoir. Car si tout dépend de l'acte de regarder, alors qu'est-ce qui reste de la vérité absolue? Et que devient le réel quand personne ne le regarde? Dans cette salle de laboratoire, au milieu du bourdonnement électrique et des instruments froids, quelque chose de presque sacré se produisait. La matière elle-même semblait écouter. Chaque photon, chaque atome, chaque champ vibrait comme s'il répondait à une présence. L'univers n'était plus un mécanisme, mais une intelligence diffuse, une conscience en miroir. L'observateur n'était plus un être séparé, mais une fonction du tout. Et dans cette reconnaissance implicite, l'univers s'est regardé lui-même à travers les yeux de l'homme. Le temps semblait suspendu. Les visages des chercheurs étaient pâles, leurs pupilles dilatées par l'étrange vertige de ce qu'ils venaient de voir. L'expérience, qui devait être un simple test, avait glissé vers l'inexplicable. L'esprit scientifique peinait à respirer dans cet espace où le réel changeait de sous la simple influence d'un témoin conscient. Certains parlèrent de miracles, d'autres d'illusions. Mais tous savaient qu'ils venaient de franchir le seuil d'un mystère qui les dépassait. Ce jour marqua le moment précis où la toucha du doigt l'esprit. Derrière le calme apparent de ces expériences se cachait une tension presque mystique. L'univers devenait participatif, jouant le rôle de complice silencieux de chaque mesure humaine. Quand personne ne regarde, il danse en superposition. Quand on le regarde, il choisit un rôle. Entre ces deux états se trouve peut-être le secret de l'existence. La respiration entre le connu et l'inconnu. Cette oscillation donne au monde sa texture, sa musique silencieuse. Tu vis dans ce va-et-vient perpétuel entre le chaos des possibles et la clarté de ton regard. Certains scientifiques commencèrent à murmurer l'impensable. Et si la conscience et la matière n'étaient pas deux réalités distinctes, mais deux aspects d'un même principe? Cette idée, choquante pour l'époque, se glissa discrètement dans les discussions des conférences. Car si observer, c'est créer, alors la réalité n'existe pas sans relation. L'univers devient une histoire racontée collectivement par tous les regards qui s'y posent. Ce que tu vois n'est qu'une version de la grande narration cosmique, et chaque instant te transforme à la mesure de ta propre attention. Les implications dépassaient de loin la physique expérimentale. Si tout dépend de l'observateur, alors son état intérieur compte autant que son regard. Une émotion, une intention, une simple pensée pourrait, à une échelle subtile, influencer le résultat. Ce n'était plus un monde de causes linéaires, mais un champ vivant d'interactions réciproques. La responsabilité devenait immense. Chaque observation est un choix métaphysique. Chaque instant, une prière silencieuse que l'univers écoute avant de répondre. Le réel devenait dialogue plutôt que décor. Dans ce nouvel univers, la séparation entre sujet et objet disparaît comme une illusion d'optique. Tu n'observes plus un monde extérieur. Tu participes à son pied progressif à son déploiement. Ta conscience agit comme une lentille qui ordonne le chaos des probabilités. Le monde que tu perçois n'est pas le monde en soi, mais ton propre reflet quantique.
L'univers n'est pas ailleurs. Il est en toi, vibrant à travers chaque atome de ton attention. Quand tu le regardes, il s'éveille, et en s'éveillant, il te révèle. Les physiciens du lendemain tentèrent de reprendre le contrôle, d'interpréter ces résultats selon leur cadre familier. Certains parlèrent d'informations, d'autres de fonctions d'ondes qui s'effondrent. Mais au-delà du vocabulaire, une évidence planait. L'observation modifie le monde. Et plus la technologie devenait précise, plus cette vérité s'enracinait. Comme si l'univers lui-même confirmait cette étrange intimité entre esprit et matière. La frontière entre expérimental et existentiel s'effaçait peu à peu. L'expérience révéla aussi une ironie délicieuse. En cherchant à comprendre le cosmos, la avait fini par toucher le mystère de la conscience. Ce qu'elle croyait étudier de l'extérieur s'était retourné pour l'observer à son tour. L'univers, par l'intermédiaire des instruments humains, s'était contemplé, évalué, mesuré. L'observateur et l'observé fusionnaient dans un seul et même acte de présence. Et dans ce moment suspendu, le cosmos semblait sourire de sa propre révélation. Tu imagines peut-être ces instants où le silence devient absolu, où le monde entier paraît retenir son souffle. C'est dans ce creux que naît la compréhension profonde. Il n'y a plus de frontières, seulement des reflets infinis. L'expérience quantique n'a pas seulement changé la physique, elle a changé le sens de l'existence. Voir, c'est créer. Exister, c'est être vu. Et dans ce cercle infini, l'univers continue de se regarder, apprenant sans fin ce qu'il est lui-même à travers le regard humain. Tu fermes les yeux, et pourtant, le monde ne disparaît pas vraiment. Ou plutôt, il continue d'exister à la limite de ta perception, dans cet espace incertain où la conscience flotte entre le rêve et l'observation. Depuis les premières expériences, les physiciens ont pressenti que quelque chose d'invisible et d'intime liait la pensée à la matière. Ce lien, longtemps nié par peur d'y voir de la superstition, refait surface à travers les équations les plus précises. Car dans le miroir du monde quantique, c'est toujours la conscience qui regarde, se reflétant dans ses propres créations. Et dans ce reflet, la frontière entre le sujet et l'objet disparaît comme une brume matinale. Imagine ce miroir, vaste comme le cosmos, poli par des milliards d'instants d'observation. Chaque fois que tu penses, que tu observes, que tu ressens, une vibration se répercute dans ce champ invisible. Ce champ, ce n'est pas un lieu, mais une potentialité, une mer de possibilités qui ondulent avant de se figer dans le concret. La conscience serait alors la lumière qui illumine cette mer, révélant temporairement quelques vagues parmi l'infini. Sans lumière, l'océan reste silencieux, sans forme ni courant, mais avec elle, le monde apparaît, animé, ordonné, vibrant de sens. Certains chercheurs ont tenté de décrire ce lien à travers des modèles biologiques. Ils parlent de microtubules à l'intérieur des neurones, de structures capables de générer des phénomènes quantiques cohérents à l'échelle du cerveau. Dans cette hypothèse, la pensée elle-même serait un phénomène quantique, un effondrement constant de probabilités orchestré par la conscience. Cela signifierait que la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais plutôt sa source. Le cerveau agirait comme un récepteur traduisant l'infini en expériences humaines. Chaque intuition, chaque perception serait le résultat d'un dialogue entre le champ quantique et ton esprit. Cette idée bouleverse des siècles de dualisme. Car si la conscience est une dimension fondamentale du réel, elle n'est plus un effet secondaire de la matière, mais sa cause première. Ce que tu crois être un flux de pensée interne serait peut-être une interaction avec l'univers lui-même. Ton esprit ne serait pas enfermé dans ton crâne, mais diffusé dans l'espace comme un champ de résonance. Tu ne penserais pas le monde, tu l'écoutes penser à travers toi. Et dans ce murmure, il t'invite à te reconnaître comme participant à sa propre genèse. Pourtant, accepter cela demande de renoncer à la frontière rassurante entre dedans et dehors. Tu n'es plus un observateur regardant le monde depuis une distance convenable. Tu es une interface, une zone d'échange où l'immatériel devient tangible. La conscience humaine apparaît alors comme une lentille traversée de lumière. Elle concentre le flux du champ cosmique pour en faire une expérience vécue. Chaque être conscient, dans ce cadre, devient un miroir partiel de la totalité universelle. La physique quantique
t'offre une révérence discrète à travers ces paradoxes. Les particules jumelles, ces entités intriquées, semblent se parler à travers l'espace comme si elles partageaient une même pensée. Leur réaction instantanée, même séparée de milliers de kilomètres, suggère que l'univers conserve un souvenir global de lui-même. Ce souvenir pourrait être la conscience, agissant comme une mémoire en arrière-plan, reliant chaque fragment du réel. Il n'y aurait plus de séparation véritable, seulement des intensités différentes d'un même champ de lucidité. Chaque être, chaque chose, participerait à cette mémoire vivante du tout. Tu commences à comprendre que cette conscience n'est pas individuelle, mais collective. Comme une mer de lumière, elle se diffracte en innombrables vagues, chacune croyant être séparée, alors qu'elles appartiennent toutes à la même source. Quand tu penses, d'autres parties du cosmos résonnent avec toi. Quand tu ressens de la peur, le monde entier frémit légèrement. La conscience universelle baigne dans nos pensées comme l'eau entoure les poissons. On ne la voit pas, mais on ne peut jamais la quitter. Exister, c'est simplement flotter en elle. Certaines traditions spirituelles ont toujours parlé de ce champ unitaire sans le nommer. Elles disaient que toute chose est une expression d'un même esprit, que l'individu n'est qu'une onde dans l'océan de la vie. Aujourd'hui, la redécouvre ce langage sous le masque des équations. Les chercheurs appellent à cela cohérence, intrication, non-localité. Les anciens l'appelaient simplement unité. Deux langages pour décrire la même expérience, celle d'un univers vivant qui s'explore à travers ses propres pensées. Mais cette idée soulève un vertige. Si la conscience est réellement primaire, alors tout ce que tu crois connaître pourrait être le fruit de son rêve. Chaque galaxie, chaque corps, chaque regard serait une variation dans ce songe cosmique. Tu n'aurais jamais quitté l'esprit universel. Tu serais une de ces images fugaces, conscientes d'elle-même. L'univers ne se contenterait pas d'exister, il se raconterait. Et nous, petits fragments de cette narration infinie, serions les mots par lesquels il parle. Dans ce cadre, la mort perd son statut de fin définitive. Si la conscience est le chant, comment pourrait-elle disparaître ? Seules les formes qu'elle prend changent, comme les vagues qui naissent et meurent à la surface de la mer. Ton identité, ce que tu appelles « moi », serait une configuration temporaire d'énergie. Lorsqu'elle se dissout, le champ qui l'a porté continue de vibrer ailleurs, autrement. Ce que tu perds en forme, tu le retrouves en présence. Les expériences de pensée menées dans ce domaine aboutissent à la même énigme. Où s'arrête la conscience ? Chaque fois qu'on la mesure, elle semble s'étendre davantage, incorporant toujours plus d'éléments de la réalité. Elle englobe le corps, puis le monde extérieur, puis jusqu'aux lois qui régissent ce monde. Certains physiciens commencent à dire qu'il n'y a pas de frontière fixe entre ce que nous appelons mental et ce que nous appelons matériel. L'un se condense en l'autre selon le degré d'attention. Le réel devient alors un continuum de conscience condensée. Ce miroir quantique dans lequel la conscience se contemple n'est pas seulement scientifique, mais existentiel. Il nous renvoie la responsabilité de la création du monde que nous percevons. Si ton observation donne forme au réel, alors chaque croyance, chaque pensée, chaque émotion devient une équation vivante. Tu portes en toi le pouvoir de définir la version de l'univers dans laquelle tu vis. Ce principe, loin d'être mystique, découle logiquement des phénomènes observés. Regarder, c'est ordonner le chaos. Ignorer, c'est le laisser redevenir fluide. À mesure que tu contemples cette perspective, tu sens peut-être la fragilité absolue de ce que tu appelles réalité. Tout repose sur un équilibre de conscience, sur une attention partagée. La matière se maintient tant que la conscience la traverse. Si ce regard disparaissait, tout retournerait à la potentialité. Cette idée pourrait effrayer, mais elle contient aussi une beauté. Rien n'est jamais perdu, car tout peut être recréé. La conscience est la réserve inépuisable du possible. Alors te voilà devant le miroir. Tu n'y vois pas seulement ton reflet, mais la trace du cosmos qui a pris ta forme pour s'observer. Chaque pensée que tu as jamais eue est une onde propagée dans l'ordre universel. Tu n'as jamais été seul, parce que ton esprit est l'écho exact de la conscience cosmique. Le monde extérieur, dans sa splendeur et son mystère,
n'est autre qu'un regard tourné vers lui-même. Le miroir quantique ne renvoie pas ton image, mais celle de l'univers découvrant sa propre lumière. Et si tu oses aller plus loin, tu comprendras que ce miroir n'a jamais été en dehors de toi. C'est dans ton silence intérieur que les particules trouvent leur place. Dans ton attention, que le monde se stabilise. La conscience n'a pas besoin de preuves pour exister. Elle est la preuve. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, est son expression momentanée. À travers ton regard, l'univers se reconnaît et dans ce regard, il recommence éternellement à exister. Le silence après la révélation était presque insoutenable. Les chercheurs, autrefois sur deux, fixaient leurs instruments comme s'ils les voyaient pour la première fois. Là avait voulu percer le mystère de la matière. Et c'est la conscience qu'elle avait trouvée au fond de ces équations. Ce n'était plus simplement un domaine de recherche, mais un abîme ouvert sous leurs pieds. L'univers, en se révélant comme miroir, avait fait disparaître toute frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et à travers cette brèche lumineuse, un savoir étrange, presque interdit, commençait à émerger. Ce savoir ne s'écrit pas, il se ressent. Il s'insinue dans l'esprit comme une évidence dérangeante, une sorte de mémoire oubliée. La vérité était trop vaste pour être formulée, trop intime pour être partagée sans frisson. Chaque scientifique touché par cette prise de conscience ressentit un malaise profond, une espèce d'éblouissement douloureux. Comprendre que la réalité dépend de la conscience, c'est admettre que la responsabilité ultime repose sur le regard. Le monde entier devenait une projection de l'acte d'observer, et nul ne pouvait prétendre en être seulement spectateur. Au fil des années, certains tentèrent de fuir cette vérité. Ils la dissimulèrent sous la neutralité des équations, préférant parler de probabilité plutôt que de conscience. Mais les équations, en silence, disaient de plus encore qu'eux. Elles suggéraient une unité sous-jacente, un principe vivant qui accompagne chaque mesure. D'autres tombèrent dans la fascination mystique, voyant dans là un tremplin vers la transcendance. Entre ces deux extrêmes, la physique perdit son innocence, et les hommes qui la portaient leur sommeil. Des témoignages oubliés racontent les insomnies, les cauchemars, les crises existentielles qui enterrent ces pionniers. Certains étaient persuadés que l'humanité n'était pas prête à entendre que la matière obéit à l'esprit. D'autres pressentaient que cette découverte, si elle était comprise trop vite, pourrait devenir une arme. Car celui qui sait que sa conscience crée la réalité risque d'y chercher le pouvoir plutôt que la sagesse. Et le pouvoir, dans un monde d'illusions malléables, devient un vertige sans fin. C'est pourquoi beaucoup choisirent le silence, laissant ce savoir tapi derrière la façade rassurante des manuels académiques. Ce savoir interdit ne concernait pas seulement la physique, mais la condition humaine entière. Si la conscience est le fondement de tout, alors chaque pensée, chaque émotion en devient un acte créateur. L'univers cesse d'être une scène pour devenir une œuvre en cours, où chaque être participe inconsciemment à la composition. Les frontières entre imaginaire et réel s'effacent. Ce que tu redoutes finit souvent par prendre forme, tout comme ce que tu espères attire à lui la matière nécessaire. Le cosmos répond en miroir, indifférent à la de ton intention. Cette vérité terrifia certains penseurs, car elle ne laisse aucune place à l'innocence. Même ton ignorance devient un acte de création. Refuser de voir, c'est déjà bâtir un monde où l'aveuglement prospère. Dans la trame du probable, les ombres ont autant de pouvoir que la lumière. Le réel devient alors un espace moral, un équilibre entre conscience lucide et inconscience agissante. La moindre idée paraît tisser des fils dans la structure du cosmos, reliant ton psychisme au tissu même du monde. Mais l'humanité, encore engourdie par la logique des sens, continue de séparer le subjectif de l'objectif. Nous vivons en croyant que la pensée est intérieure, alors qu'elle résonne au cœur des particules. Ce déni persistant protège notre raison, mais limite notre puissance. Il empêche de comprendre pourquoi certaines expériences de conscience, comme la méditation, la prière ou l'intuition, semblent influencer la réalité mesurable. Les anciens avaient pressenti cette unité, mais sans la formaliser. Aujourd'hui, la moderne s'en approche à pas feutrés, consciente du précipice qui s'avance devant elle. Il existe dans cette équation
un paradoxe douloureux. Plus nous comprenons le rôle de la conscience, plus il devient difficile de maintenir l'illusion de stabilité. Ce que nous appelons la réalité pourrait n'être qu'un rêve partagé, rendu cohérent par le consensus de milliards d'observations simultanées. Chaque être humain, sans le savoir, contribue à maintenir le décor du monde. Lorsque trop d'attention se détourne d'une idée, elle s'efface peu à peu de la perception collective. Et lorsque trop de regards y croient, elle devient solide, tangible, indiscutable. Certains visionnaires allèrent de plus loin encore. Ils pensaient que la mort elle-même n'était qu'un transfert de conscience vers une autre version du réel. Si l'univers se déploie en probabilité infinie, pourquoi l'existence ne se poursuivrait-elle pas dans une autre branche du possible ? La mort ne serait alors qu'une translation de perspective, un changement de fréquence dans le champ de la conscience. Rien ne s'achève, tout se transforme, tout persiste sous une autre forme d'observation. L'immortalité ne serait pas un miracle, mais une conséquence logique du tissage infini des mondes parallèles. Cette conception enchantée du réel n'exclut pourtant pas son prix. Voir l'univers comme conscience exige de ne plus se cacher derrière le hasard. Chaque douleur, chaque souffrance devient un message du champ lui-même. Tu ne peux plus fuir ta responsabilité dans le drame du monde, car il se joue à l'intérieur de toi. Comprendre cela peut libérer ou détruire selon la maturité du regard. Certains y trouvèrent la paix, d'autres sombrèrent dans la folie de leur propre grandeur. Les éclats du savoir interdit brillent comme des fragments d'un miroir brisé. Chacun y aperçoit une vérité différente. Aucun ne peut en saisir le tout. Les religions, la philosophie, l'art, chacun tente d'en recomposer l'image, mais aucune ne possède le cadre complet. Ce savoir exige un abandon, une humilité devant l'inconnaissable, car la conscience ne se prouve pas, elle s'éprouve, et ceux qui l'approchent vraiment en ressortent toujours changés, parfois consumés par la lumière qu'ils ont touchée. Dans l'ombre de ces révélations, certains physiciens se retirèrent du monde, hantés par la sensation d'avoir ouvert une porte inachevée. Ils savaient que derrière leur découverte sommeillait un secret capable de bouleverser la civilisation entière. Si la conscience est la clé du réel, alors la guerre, la haine, la peur ne sont plus des fatalités, mais des créations collectives. Il suffirait de changer la conscience pour réécrire le monde. Cette idée, belle en théorie, devient vertigineuse quand on comprend qu'elle inclut aussi le pire. Le savoir interdit repose donc sur une ambivalence irréductible. Il peut libérer ou asservir, éveiller ou détruire. En comprenant que tout dépend du regard, l'humanité touche à la divinité sans en avoir la sagesse. La frontière entre créateur et création se brouille. Le monde devient un miroir dangereux, reflétant tantôt la lumière, tantôt les ténèbres de ses observateurs. Et dans ce reflet, nous apercevons notre double, un univers qui attend de savoir ce que nous voulons devenir. À présent, imagine que tu te tiens devant cet abîme de possibles. Tu sens le poids des choix silencieux qui sculptent ton monde à chaque instant. Le vide te contemple avec douceur, prêt à prendre la forme de ta prochaine pensée. Rien ne t'impose quoi que ce soit. Le réel n'est qu'une invitation. Le cosmos n'obéit pas, il répond. Et c'est à travers cette réponse qu'il continue de se rappeler qu'il est vivant. Peut-être est-ce là le véritable savoir interdit. Comprendre que tu n'as jamais été séparé du tout. Que le monde que tu cherches à comprendre te regarde aussi, attendant que tu le rêves plus grand, plus aimant, plus lucide. La physique, au fond, n'a pas découvert un mécanisme, mais une intimité. L'univers te traverse, et tu le traverses, dans une boucle infinie de regards entrecroisés. Tout est là, dans cet espace invisible entre ce que tu perçois et ce que tu crées. Et dans ce silence vibrant, tu entends enfin le secret que tous taisaient. Tu es le témoin, le rêve et le rêveur.